Trump, Iran, l'engrenage infernal, 6e nuit de frappe consécutive. Et cette image choque, l'effondrement d'une tour de contrôle maritime. Elle va apparaître évidemment, cette image. Regardez, l'effondrement d'une tour de contrôle maritime, celle d'un port stratégique situé tout au sud du golfe Persique. Une image postée par le secrétaire d'État américain à la guerre himself, comme s'il s'agissait d'un trophée, d'un scalp brandi sous un déluge de feu, plein feu justement sur les ponts, une gare et Bandar Abbas, infrastructure militaire et portuaire centrale dans le détroit d'Ormuz, que Washington entend reprendre à Téhéran pour preuve un pétrolier iranien a été arraisonné ces dernières 24 heures par la Navy. Vous découvrirez ces images. Imaginez que le régime iranien riposte sur les pays de la région, notamment ces bases américaines. Et vous allez le découvrir, les gardiens de la révolution n'ont plus aucun complexe. Leur objectif, tout simplement, tuer Trump, mode d'emploi pour une mise à mort, assassiner le président américain. Comment s'y prendre? Tout est cartographié jusque dans ses moindres mouvements. Le locataire de la Maison Blanche, piqué au vif, ira-t-il en retour jusqu'à envoyer ses troupes au sol? L'hypothèse est là, elle est sur la table. Alors oui, Trump, Iran, l'engrenage infernal, c'est l'histoire qu'on va vous raconter cet après-midi dans le grand dossier. Nous sommes actuellement en train de gagner gros en Iran et vous verrez les fruits de ce travail très très prochainement. Des ponts, un aéroport, une gare ciblée, je le disais, nouvelle nuit de bombardement, mesdames, messieurs, en Iran et riposte de Téhéran. Évidemment, les alliés des États-Unis sont une fois de plus visés et plus durement encore. C'est bien d'un engrenage dont il est question, d'un engrenage infernal. Et pour en parler autour de moi sur ce plateau, Rina Bassiste, correspondante à la radio israélienne à Paris, rédactrice au journal américain Al Monitor, ancienne diplomate. Merci à vous de nous faire l'amitié d'être avec nous dans ce grand dossier, colonel Père de Jong. Merci à vous également d'être avec nous aujourd'hui, consultant défense géopolitique LCI, ancien colonel des troupes de marine. Votre appréciation de cette bataille navale en cours, elle sera précieuse à vos côtés. Gallagher Fenwick, grand reporter. Bonjour à vous, spécialiste des questions internationales. Vous disposez d'un passeport américain et là aussi, vos éclairages seront précieux pour comprendre ce qui se passe dans la tête de Donald Trump et de son administration, Xavier de Giacomoni. Merci à vous aussi de vous prêter à ce jeu des questions, des réponses de ce grand dossier, l'engrenage infernal. Vous êtes éditorialiste international à LCI, on a besoin de vos éclairages. Cette image d'abord, madame, messieurs, cette image d'abord, elle est frappante. Regardez, il s'agit d'une tour de contrôle maritime, celle d'un port stratégique situé dans la ville de Chabahar, image postée, je le disais, par Pity Exet, le secrétaire à la guerre, on y reviendra. Mais d'abord, regardez, c'est très intéressant. Cette cité portuaire, on va le découvrir sur une carte, elle est localisée, mais alors tout au sud du détroit d'Ormuz. Ça, ce sont des images que vous avez vues juste avant. Elles viennent d'être publiées par le centre de commandement américain. Donc, Pity Exet, il avait publié une photographie. On a maintenant les images qui bougent, si me passez l'expression. Mais ce que je disais, encore une fois, et c'est là que j'ai envie de vous entendre, Xavier de Giacomoni, cette carte, elle nous montre cette cité de Chabahar et cette tour de contrôle maritime. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous entendre sur ce point-là? Parce que ça n'est pas n'importe quel site qui a été visé. Vous voyez qu'on est dans le golfe d'Oman, du bon côté du détroit d'Ormuz, si je puis dire, qui ouvre sur la mer d'Arabie, où sont postées une partie des frégates, des navires de guerre de l'armada américaine. Oui, cette tour de contrôle portuaire, elle est juste à la frontière. On voit le Pakistan. Ce qu'on voit en blanc, là, c'est le Pakistan. La frontière est toute proche. C'est un très grand port qui permet justement pour les Iraniens de ne pas passer par le détroit d'Ormuz. Donc c'est un port important, surtout en ce moment, même si le port principal reste quand même Bandar Abbas. Et cette tour de contrôle, elle a une vue sur le golfe d'Oman, mais aussi sur la mer d'Arabie, qui est toute proche en fait. On est juste à la limite. C'est d'ailleurs la ligne d'embargo des Américains entre la frontière pakistanaise et la côte la plus orientale d'Oman, beaucoup plus dans l'est. Et cette tour de contrôle, visiblement pour les Américains, ils devaient penser qu'elle permettait aux Iraniens de voir leur armada, leurs deux flottilles aéronavales qui sont actuellement en mer d'Arabie, qui évitent de s'approcher des côtes iraniennes pour ne pas se mettre en danger. Les deux porte-avions, le Bush et le Lincoln, qui sont toujours là, d'où décollent des avions qui vont bombarder d'ailleurs tous ces endroits.
C'est intéressant, Rina Bassis, on se demande pourquoi cette tour de contrôle n'a pas été détruite plus tôt, puisqu'en fait c'est un objectif stratégique qui permet un peu avec des radars et des longues vues, si je puis dire, d'observer ce qui se joue en mer d'Arabie. Vous avez raison à poser cette question parce que pendant des semaines, il y avait des explications comme si les bateaux mouches étaient très difficiles à viser parce qu'ils étaient tellement petits, tellement rapides. Il y avait les lanceurs mobiles qui bougeaient, qui étaient cachés dans des tunnels, très difficiles à viser. Et là, on voit cette cible a priori très facile à viser. Pourquoi c'était pas visé avant, c'est pas très clair. Pour moi, c'est pas un signe de succès, c'est un signe d'échec. Gallagher, j'ai envie de vous entendre sur ce point-là parce que je le disais, c'est PTX qui, sur le réseau X, a posté cette image de tour de contrôle maritime, un peu comme un scalp, comme un trophée. Et Rina nous dit, c'est pas tellement un trophée, c'est plutôt le signe d'une perte de temps stratégique, si je puis dire. En fait, je crois que les Américains, si vous voulez, comme les Iraniens dans une certaine mesure, plutôt le régime, devrais-je dire, sont en train de chercher où se situe le point de rupture de l'adversaire. Et donc les Américains qui avaient promis une opération de 5 semaines en sont au 5e mois. Donald Trump, pour l'instant, et j'insiste sur ce pour l'instant, ne consent pas au déploiement de forces terrestres qui pourrait être une nouveauté. Donc on est à nouveau sur le détroit d'Ormuz qui est devenu le barycentre de cette situation et un blocus avec un contre-blocus dans une situation entre guillemets attritionnaire où les choses n'évoluent pas énormément, et donc les communicants que sont ces grands chefs comme Pete Hegseth qui est à la tête du Pentagone publient effectivement des images de destruction. Et à votre question, moi je répondrais simplement que si les militaires dans leur effort de planification n'avaient pas prévu pour l'instant de détruire cette tour, c'est peut-être parce qu'ils estimaient qu'en réalité ça ne fera pas de différence et qu'elle ne remplit pas de rôle tactique ou stratégique majeur, mais qu'il faut bien produire, si vous voulez, de l'image et de la destruction pour essayer de desserrer cet étau à nouveau. Bon, trophée, scalp... 6 surpris à 2 fois quand même. Oui, 6 surpris à 2 fois, et puis ça intervient effectivement après une longue période. On va se diriger avec vous, Père de Jong, parce que, encore une fois, on aura le temps, encore une fois, de se demander si oui ou non il s'agissait d'un objectif stratégique, mais ce que je note tout de même, c'est qu'il y a une démonstration de force et qu'on fait plein feu, si je puis dire, autour de cette large bande côtière qui longe le détroit d'Ormuz. J'ai envie qu'on s'intéresse à Bandar Abbas. Avant d'aborder l'aspect militaire avec vous, colonel Père de Jong, j'ai envie de comprendre pourquoi est-ce que les Américains s'en prennent spécifiquement à ce port qui est à la fois un port stratégique militaire, on y reviendra, mais le poumon économique de cette bande côtière. Oui, en fait, Bandar Abbas, c'est le port principal de l'Iran. L'Iran a à peu près une quinzaine de ports. C'est le port principal. 70 millions de tonnes de marchandises qui y passent. C'est un port extrêmement important. En plus, c'est un port artificiel. Et le port réel, en fait, se trouve avec le Shamid Rajai, est à quelques kilomètres plus au nord, de Bandar Abbas. Donc, c'est un port déterminant pour les entrées et les sorties, d'autant que ce port est connecté avec l'arrière-pays, par des voies ferrées, par des routes. Par des routes, par des ponts, par tout un système vers l'Interland, comme on dit. Donc, c'est extrêmement important. Donc, aujourd'hui, le port de Bandar Abbas est un peu le poumon économique, alors pas pétrolier, mais le poumon économique du dispositif. Sachant que c'est un énorme port. Il y a 500 millions d'habitants qui habitent, à Bandar Abbas. C'est une grande ville et qui tient, en fait, c'est la clé de contact. En fait, c'est le verrou qui tient Ormuz. D'autant que Bandar Abbas, juste en face de l'île de Keshem, qui est une grande île, 130 km de long. Donc, vous avez une espèce de couloir, si vous voulez, qui passe entre le continent Bandar Abbas et Keshem. Donc vous avez tout ça, c'est un ensemble qui est extrêmement cohérent avec des moyens militaires, etc. Donc on voit qu'aujourd'hui, concrètement, les Américains, ils cherchent en fait à annihiler, en tout cas à détruire toute forme de développement militaire sur ces deux espaces. Vous me tendez la perche. C'est un ensemble extrêmement cohérent qui est ce hub, ce port de Bandar Abbas. Il y a l'aspect économique, vous l'avez détaillé, mais évidemment, d'un point de vue militaire, c'est tout à fait crucial et stratégique. Et c'est pour ça que la semaine dernière, il y a eu des attaques avec un appareil nouveau, puisque très concrètement les Américains communiquent, vous l'avez dit il y a 5 minutes pour cette fameuse tour. Maintenant, en fait, on voit qu'ils utilisent des engins celui-là s'appelle le Corsair, c'est un engin qui fait 7 mètres de long, 500 kilos d'explosifs, et puis vous l'amenez tranquillement, c'est ce que font les Ukrainiens très bien en mer Noire et dans la mer d'Azov. Donc vous avez un système, je dirais, de drones navals, et qui vont détruire des bâtiments. Là, vous voyez, il y a un petit sous-marin de poche, qui doit faire une douzaine de mètres de long, donc c'est ça la cible. En fait, aujourd'hui,
Tout le dispositif aujourd'hui iranien est observé par les satellites et par les avions d'observation américains. Donc dès que ça bouge, ils vont lancer les opérations. C'est pour ça qu'on assiste à un système de vagues successifs dans lequel ils vont essayer d'amoindrir progressivement, les capacités militaires des Iraniens, et deux, ils vont essayer en fait d'isoler Bandar Abbas. Parce qu'on voit qu'ils bombardent Bandar Abbas et surtout le port, mais on voit qu'ils vont commencer à bombarder l'ensemble des infrastructures tout au nord pour en fait isoler Bandar Abbas. Ouais. En fait, le cœur du système, vous tenez Bandar Abbas, vous tenez le détroit d'Ormuz. Extrêmement clair, colonel Père de Yang, et extrêmement éloquent. Regardez cette carte, elle est hyper intéressante dans la mesure où on comprend, au-delà de ce cœur du réacteur, si je puis dire, de ce détroit d'Ormuz, que les Américains pilonnent tout le long de cette côte qui longe sur quoi 1200, 1300, 1400 kilomètres à peu près, hein, les côtes iraniennes, l'île de Karg, Boucher, Bandar Amir, Bandar Abbas, Chabar, dont on a parlé à l'instant. Il y a quelque chose derrière cela qui nous raconte que l'enjeu, Xavier, c'est la liberté de navigation. Qui est au cœur de cette nouvelle bataille d'Ormuz. Et on a le sentiment que ça devient le barycentre, vous le disiez tout à l'heure, Gallagher, de cette bataille qu'entend mener Donald Trump. Oui, alors, c'est paradoxal, puisque la guerre a été menée pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, et aujourd'hui, elle est menée, dans un premier temps au moins, pour libérer le détroit d'Ormuz, qui était tout à fait libre avant le 28 février, début de la guerre. Alors, il y a la libération du détroit d'Ormuz, on voit ces frappes tout le long de la côte, et puis il y a maintenant, on a l'impression depuis hier sans doute, d'une volonté américaine de faire un blocus total sur l'Iran. Bandar Abbas, on en parlait à l'instant, c'est un très important port de containers. C'est pas un port pétrolier, mais en revanche, 85% des containers qui entrent en Iran entrent par le port de Bandar Abbas. Faire du blé. Vous imaginez, c'est énormissime. Les matières premières. Toutes les matières premières, tous les produits industriels, une bonne partie de l'alimentation sèche, tout ce qui peut arriver sans être dans des frigos, par exemple. Et donc, les abords du port ont été bombardés. Le port de containers qui est juste à côté, comme le disait le colonel, ont été bombardés, mais aussi un très important nœud ferroviaire à quelques 20-30 kilomètres au nord de Bandar Abbas, qui permettait l'interconnexion pour distribuer tout ce qui arrive dans le port dans tout l'Iran. C'est vraiment tout le pays. L'Hinterland, comme nous a dit le colonel Père de Yang. Comment ? L'Hinterland, comme nous a dit le colonel Père de Yang. Un pays qui fait 3 fois la France, 90 millions d'habitants, mais aussi toutes les autoroutes. Et on commence à voir sur les réseaux sociaux iraniens des files de camions qui sont bloqués à l'endroit où les ponts ont été frappés. Avant d'aller voir Elisa Cléache qui nous attend à Doha au Qatar, on sent bien, Gallagher, là, il s'agit pour cet enjeu bis de cette bataille d'Ormuz, reprendre la liberté, reprendre ce détroit et faire plier les Iraniens. Washington est prêt à mettre la gomme, si je puis dire. Oui et non, parce qu'il y a quand même des options qui restent exclues. Il faut savoir que là, on est quand même en train de s'approcher dangereusement du point de vue du droit des crimes de guerre, avec du ciblage d'infrastructures civiles, puisque, et on le voit à l'écran, notamment des ponts, Xavier de Giacomelli en a parlé, des nœuds ferroviaires, une gare selon les médias d'État iraniens frappés près de Bandar Abbas, et d'autres cibles de nature similaire. Donc les Américains sont en train d'essayer en quelque sorte d'opérer une déconnexion entre la côte, ou en tous les cas le sud-ouest, et le reste du pays, afin de l'isoler militairement, économiquement, pour toujours desserrer cet étau. Mais pour reprendre la formule qui était utilisée par Xavier tout à l'heure, c'est-à-dire que la guerre à la base et les objectifs américains n'ont jamais été formulés de manière très claire, ils ne le sont toujours pas, je tiens à le préciser, pour entre autres, les empêcher de se doter de l'arme nucléaire. Or, cette guerre les a dotés d'une arme colossale, qu'on compare à l'arme nucléaire, mais dans le champ économique, donc elle est à la fois dissuasive et destructrice. C'est la mainmise sur ce détroit, qui est activé très régulièrement par cette République islamique, et dont on a bien compris qu'elle ne s'en séparera jamais. En tous les cas, tant qu'elle est là, elle ne lâchera pas cela, non pas parce que c'est plus important que le protocole d'accord, mais parce que c'est ce qui va justement lui permettre d'arriver en position de force dans les négociations et d'obtenir des concessions que pour l'instant Donald Trump n'est manifestement pas prêt à faire dans la négociation, mais qu'il essaye d'imposer par ce qu'on voit à l'écran. Passionnant ce que vous dites, parce que souvent on a eu de longues discussions
l'expression sur ces plateaux, on disait l'assurance vie du régime iranien, c'est le nucléaire. Ben non, c'est le détroit d'Ormuz à vous écouter. On prend la direction de Doha. Au Qatar, on nous attend Elisa Cléache, parce que vous imaginez bien que les Iraniens ne restent pas les bras croisés face à tout cela. Ils ne regardent pas leur tour de contrôle maritime être frappés et les missiles tomber et pleuvoir sur leurs ponts, sur leurs gares, vous le signifiez, au risque du crime de guerre. Elisa Cléache, les Iraniens répondent, et ils répondent en direction des pays du Golfe. Vous êtes dans l'un d'entre eux, le Qatar, je le disais. Sont-ils, ces pays du Golfe, de plus en plus sur le pied de guerre ? Oui, c'est la question et c'est l'hypothèse de plus en plus plausible qu'on connaît ce soir. Jusqu'où l'Iran peut aller avant que ces pays du Golfe ne ripostent et ne ripostent ouvertement. Aujourd'hui, l'Iran a utilisé d'abord une stratégie plutôt habituelle en frappant des intérêts américains sur ces pays du Golfe. Donc à la fois au Qatar en frappant la base aérienne américaine d'Al Udeid, à Oman également en touchant cette fois des radars américains. On sait également que des intérêts américains ont été touchés à Bahreïn, mais le véritable tournant aujourd'hui, ce sont les frappes opérées sur le Koweït, puisque selon le gouvernement koweïtien, les attaques iraniennes ont touché des centrales produisant de l'électricité et des centrales également de dessalement en eau. Alors la question qu'on se pose ce soir, c'est est-ce qu'on se tourne vers une guerre énergétique, vers une guerre de l'eau qui pourrait montrer un tournant et une possible riposte de ces pays du Golfe? Et surtout, ce qu'on voit bien, c'est que le jeu d'équilibriste de ces pays du Golfe devient de plus en plus compliqué, avec à la fois la nécessité peut-être de riposter face à cette menace constante de l'Iran et en même temps de ne pas trop s'avancer par peur de représailles encore plus fortes sur leur population et sur leurs infrastructures. Oui, d'où ce jeu d'équilibriste dont vous nous parliez très justement, Elisa Cléache, depuis Doha au Qatar. Vous êtes accompagné de Mathis Biller, que vous remerciez, il est derrière la caméra. Rina Bassiste, les pays du Golfe, ils sont de plus en plus durement frappés, évidemment, par les Iraniens, qui ne regardent pas ces bombardements se produire sans réagir. Gallagher nous disait, on a ce levier du détroit d'Ormuz, mais on a également cette menace qui pèse sur les pays du Golfe, avec l'enjeu de l'eau qu'a soulevé Elisa. On a un phénomène que déjà on a vu depuis le 28 février, mais qui maintenant est même plus mis en avant, qu'en fait, pour les pays du Golfe, chacun pour soi. Il n'y a pas de solidarité entre les pays du Golfe. Ouais. C'est quelque chose vraiment assez extraordinaire. Il n'y a pas une stratégie commune. Déjà, pendant la guerre depuis le 28 février, il y avait des publications un peu plus tard révélant que les Émirats, ils ont frappé, ils ont réagi de façon offensive, non seulement défensive, mais ils étaient plus ou moins les seuls parmi ces pays des Golfe. Et là, à nouveau, on voit des pays qui sont très durement frappés. Les autres pays n'ont aucune intention de sortir à l'aide de ces pays. Chaque pays doit décider comment réagir. Pour l'instant, tous ces pays ont décidé d'encaisser les coups iraniens sans riposter. Peut-être il y aura un moment, justement, où de façon individuelle, les pays les plus frappés vont réagir. Pour l'instant, on ne les voit pas. Peut-être ces pays espèrent encore négocier avec les Iraniens, mais s'ils vont le faire, ça va être extrêmement discret, sans une stratégie commune, vraiment de façon bilatérale, chaque pays vis-à-vis Téhéran. Et si les Iraniens frappent si fort, colonel Père de Young, regardez ces images, je vous les soumets, et j'ai très envie de vous entendre là aussi, c'est peut-être parce que les Américains rejouent finalement cette petite musique qui marchait si bien il y a peut-être un mois et demi. Regardez ces images. Ces dernières 24 heures, la marine américaine, elle a arraisonné un pétrolier iranien qui croisait dans ce golfe Persique autour du détroit d'Ormuz. D'abord, des explications. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qui est en action et pour quel effet recherché? Il y a deux choses dans ce conflit qu'on voit très très bien. Un, on voit la question du dosage, des tirs iraniens sur le Moyen-Orient, qui après détermine en fait la réaction américaine. Donc vous avez et c'est pour ça que l'opération américaine elle est beaucoup plus maligne que les 5 premières semaines. C'est qu'en fait ils forcent progressivement les Iraniens à monter en puissance, ce qui donne de la marge de manœuvre aux Américains. Ils peuvent taper plus fort puisqu'ils ont tapé sur les pays du Moyen-Orient et à terme ils peuvent entraîner les pays du Moyen-Orient. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, la carte maîtresse, c'est les opérations terrestres. Pourquoi? Parce que
que là, c'est le contrôle d'un bateau, hein, c'est une activité, je dirais, de routine. En fait, c'est le 11e, le 11e corps de Marines, pour faire court. Vous avez deux groupes aéronavals qui sont actuellement dans le golfe d'Oman. Vous avez en gros 10 000 Marines, ils s'occupent. C'est une manière de les occuper. Donc on prend un hélicoptère. C'est simplement une manière de les occuper. Non, c'est faire respecter l'embargo. Il y a quand même, elles disent ces images que le contre-blocus est à nouveau en œuvre. C'est la communication, on est bien d'accord. Et elles disent aussi visiblement la détermination des Américains à le mettre en œuvre. Exactement, mais c'est pas une opération qui est dramatique. Pourquoi ? Parce que sur un pétrolier, vous avez un équipage de 12 hommes. Tout ça, c'est mécanique. Donc en fait, c'est sans risque. On fait des belles images. En fait, ils montrent aujourd'hui, c'est la partie, je dirais, visible, la partie ou invisible de l'opération. La partie visible, ce sont les destructions. La partie invisible, c'est les rétorsions qu'on opère sur l'économie de l'Iran. C'est extrêmement clair. Encore une fois, pourquoi ils peuvent le faire ? Parce qu'ils ont beaucoup de moyens aujourd'hui, les Américains. Ils ont 2 groupes aéronavals. Le Boxer vient d'arriver dans la zone. Donc ils ont des moyens. Il faut savoir qu'un groupe aéronaval, c'est 3 bateaux. Et chaque bateau contient toute une série de bâtiments de transport débarquement. Tout ça fait qu'il y a un ensemble qui est prêt à être fonctionné. Donc vous avez une partie utilisée, qui sont les bombardements globalement sur la mer, sur le golfe Persique, sur tous les ports, les installations militaires, etc. Et puis vous avez une activité qui monte en puissance, qui est la possibilité potentielle d'utiliser des forces terrestres. Là, c'est sur un bateau, demain ce sera sur une île, ce sera un îlot, etc. Moi, je pense que les Américains vont progressivement aller vers cette phase-là. Bon, moi, je veux bien, Xavier de Giacometti, que ça serve, ces images, à entretenir le poids de forme de cette armada, éventuellement des marines qui débarquent. Mesurer leur taux de testostérone. Je veux bien, oui, PT-X7, effectivement, entend mesurer le taux de testostérone de ces soldats pour savoir s'ils sont aptes à réaliser peut-être ce type d'opération. Mais tout de même, il y a une tactique qui est à l'œuvre. C'est aussi, et on en parle, asphyxier économiquement cet Iran, le pousser à réagir peut-être, mais l'asphyxier économiquement. Non, mais le colonel et ça, il y a quoi, 1 million et demi de barils là-dessus, là. Pour les Marines, c'est une opération de routine. Alors maintenant, moi, je me pose toujours une question qu'on se posera jusqu'au jour où ça arrivera, mais on le dit depuis le 28 février. Donc, pourquoi encore prendre le risque d'utiliser encore des hélicoptères sur ces opérations-là, sachant qu'un jour ou l'autre, vous aurez un pétrolier dans lequel il y aura des gardiens de la Révolution qui seront armés avec des manpads et qui étant un lance-roquettes tireront portable sur un hélicoptère, et on pourrait avoir exactement la même chose que ce qui s'est passé en Somalie lorsque les hélicoptères US Faucon Noir ont été abattus. Vous avez vu ce film, j'imagine, la chute du Faucon Noir. Les Américains il suffit d'un lance-roquettes RPG parce que les pertes sont trop lourdes. Bon, on a cette démonstration de force. C'est filmé. En plus, il y a plusieurs caméras dans le pour arriver à ce bout de. Oui, là encore une fois, vous avez une mise en scène à la gloire des Marines. L'opération n'est pas du tout compliquée s'il n'y a pas d'hommes armés à bord. Le bateau va être saisi. C'est là où je suis un peu en désaccord avec le colonel. Et ça fait mal aux Iraniens. Un bateau saisi, une cargaison. 1 million de barils. Bien évidemment. Mais il y a un moment où ils pourront même s'inquiéter de savoir s'ils ont encore suffisamment de bateaux. Alors on va voir combien de temps ça dure et combien de pétroliers sont saisis. Mais là, visiblement, les Américains sont décidés à ne rien laisser passer. Et ces images sont là pour le montrer. Alors pas forcément à nous, surtout aux Iraniens. Leur dire, écoutez, ça commence à suffire. Maintenant, on va saisir tous les bateaux un par un, comme ils l'ont fait d'ailleurs avant le cessez-le-feu. Le prix du baril, $80-90. Il y en a pour c'est pas exorbitant 90 à 100 millions de dollars en pleine guerre. Ça compte, les sonnantes et trébuchantes. Gallagher Fenwick. Bon, voilà, le message qui accompagnait cette mise en scène, cet entraînement XXL, c'était « c'est nous les patrons ». C'est nous, les patrons. We control the Strait of Hormuz, je dirais avec votre accent. Bravo pour l'anglais. Non, effectivement, en l'occurrence, pour moi, si vous voulez, il y a plusieurs choses. D'abord, le régime s'est préparé à cette phase. Il a réussi à faire sortir à peu près 80 millions de barils, histoire de remplir les caisses et de vider les vannes et les cuves, parce qu'il y a un problème, si vous voulez, à partir du moment où vous raffinez, vous n'êtes plus en capacité de faire sortir cela. Mais il y a une sorte de symétrie où on en revient à une situation qu'on a déjà connue et qu'on a déjà commenté sur LCI, qui est le principe de la gémellité, en fait, blocus contre blocus. Vous fermez le détroit d'Ormuz, et comment est-ce qu'on va le rouvrir ? En le fermant nous-mêmes. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu contre-intuitif. Ça a déjà été essayé. Ce que ça a produit la dernière fois, c'est une rencontre au sommet en Suisse, qui a donné un protocole d'accord décrit dans une certaine mesure comme une capitulation par les États-Unis. En général, les mêmes causes
produisent les mêmes effets. C'est pour ça qu'on a ouvert cette émission et j'ai demandé où se situe la rupture dans ce que les Américains sont en train de faire. Je ne comprends pas en quoi, cette fois-ci, le contre-blocus va générer un résultat. Je veux bien qu'on m'explique que ça va faire du mal à l'économie du corps des gardiens de la Révolution, ça va pénaliser effectivement la population, ça va affaiblir un petit peu plus l'économie. Les gardiens ont montré qu'ils étaient prêts à s'installer dans une situation d'attrition. Et en même temps, on en revient aux frappes que vous décriviez précédemment sur la péninsule arabique. Eux, ils vont aller vers l'escalade, précisément parce qu'ils ne veulent pas une érosion lente de leur capacité de dissuasion. Donc, ça va devenir de plus en plus dangereux. Et je ne suis pas certain que Donald Trump, en revenant à ce qu'il a déjà fait, obtiennent des choses différentes et ou supplémentaires. Mais là où on sent que les nerfs iraniens, ceux du régime, sont excités, je vais vous soumettre une image. On est au cœur de Téhéran. On excite également peut-être la population et on lui montre ces images. Une immense banderole XXL déployée au cœur de Téhéran où on voit Donald Trump, les yeux effrayés, et il est envahi, et il est noyé dans un océan de sang, une mer de sang avec Benjamin Netanyahou, avec Pete Hegseth, et puis là vous avez Who is the Donald Next One, Lindsey Graham, là on pourra en parler aussi parce qu'il est mort dans des conditions sont peut-être toujours pas si facilement explicables, sans faire de complotisme. Mais Sylvia Amicon, elle nous a rejoint. J'ai envie qu'on rebondisse sur cette propagande iranienne qui joue quand même sur le sanguinaire et qui nous dit « Where to kill Trump ?» Où est-ce qu'on peut le tuer, Trump? Comment? Ils viennent de dévoiler un véritable manuel d'exécution du président américain. Et on monte d'un cran dans la propagande, hein. Vous le voyez dans les menaces envers Trump. Ici, vous avez même une vidéo publiée par l'agence de presse iranienne Fars, un mode d'emploi pour tuer Trump. Effectivement, une vidéo qui décortique très précisément la composition du convoi de Donald Trump en Floride et qui montre aussi les trajets empruntés par le président des États-Unis depuis l'aéroport jusqu'à sa résidence de Mar-a-Lago. On va le voir avec même le temps affiché, le temps qu'il faut, à peu près 10 minutes, effectivement, pour arriver dans sa résidence. La vidéo détaille aussi les trajets, le pont emprunté par le convoi, mais aussi les trajets jusqu'à son terrain de golf où il aime aller le week-end. Un accès à Trump est possible dans ces endroits, indique Fars, un trajet qui ne correspond pas toujours à la réalité. Le Secret Service l'a aussi modifié en janvier dernier parce qu'on avait découvert un objet suspect dans l'aéroport. La vidéo parle aussi de ses trajets à New York, de ses déplacements à New York jusqu'à la Trump Tower. On va écouter un petit extrait pour vous donner une idée. برج ترامپ در تقاطع خیابان 56 شرقی و خیابان پنجم. اینجا برخلاف فلوریدا یک شبکه سنگین فیزیکی اعمال می شود. موانع بتونی و کامیون‌های زباله پر از شن در امتداد خیابان پنجم و درست مقابل فروشگاه‌هایی مثل تیفانی و گوچی مستقر می شوند. Voilà le mode d'emploi d'exécution d'un président américain. Et puis évidemment, en parallèle, vous avez des slogans. Oui, des images, complètement, de moins en moins décomplexées. Donald Trump dans un cercueil. Cela se passe effectivement à Téhéran, mercredi, sur une place centrale, la place Engelab, où les habitants sont habitués à voir des symboles politiques. Les gardiens sont passés maîtres dans l'art de communiquer par l'image, avec ces banderoles qui se déroulent sur des bâtiments entiers, des menaces qui ne sont pas ignorées par Donald Trump lui-même. Il s'est exprimé lors du sommet de l'OTAN la semaine dernière sur ce point. On l'écoute. Leurs leaders sont morts, ils les ont remplacés, puis on les a tués. Ils n'arrêtent pas de les remplacer. Peut-être que les nouveaux vont mourir aussi. Moi aussi je pourrais mourir, parce que je suis leur cible numéro 1. Voilà, cette énième déclaration de Donald Trump à Ankara, sommet de l'OTAN. Il était arrivé avec un appareil offert par le Qatar et il repart avec son Air Force One. Oui, regardez, on vous a mis ces deux images côte à côte. Il est arrivé avec le nouvel Air Force One offert aux États-Unis par le Qatar et il est reparti avec un ancien modèle. Première fois que cet avion qatari d'ailleurs quittait les États-Unis. Un avion qui serait moins sécurisé que les autres Air Force One. Donald Trump met en avant le fait que de nombreux dirigeants iraniens ont été assassinés, à commencer par le guide suprême au premier jour de la guerre. Alors justement, ces funérailles ont eu lieu la semaine dernière, l'occasion
De dérouler cette nouvelle banderole, Guillaume, regardez, We will kill Trump, on va tuer Trump sur un immeuble. L'esprit de vengeance qui devient de plus en plus présent. Venger Khamenei est inévitable, a même prévenu le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, ce week-end dans un message écrit, slogan qui est également porté, brandi par le peuple. Hey Trump, we will kill you. Regardez ces multiples affiches, nous sommes toujours à Mashhad autour des funérailles de l'ancien guide suprême iranien. Édifiant, éloquent, Sylvia Micone, ces menaces. Et si on avait posé la question à Sonia Dridi, elle nous attend, c'est notre correspondante à Washington, et elle nous attend, Sonia Dridi, merci à vous. Vous êtes à l'intérieur de la salle de presse. J'ai envie de comprendre avec vous si, oui ou non, le président américain les prend au sérieux, ces menaces. Oui, le président américain et l'administration Trump en général prend ces menaces au sérieux, même si récemment, dans une interview au New York Post, Donald Trump avait assuré à la journaliste qu'il n'y avait pas de nouveau complot iranien contre lui. Cela à la suite d'un article dans le Wall Street Journal qui citait les renseignements israéliens qui auraient passé l'information à cette administration d'une nouvelle menace contre Trump. Mais Trump l'a dit lui-même dans cette interview, il est la cible numéro 1 des Iraniens. Il le sait notamment depuis le fait qu'il a depuis la mort du général Soleimani lors de son premier mandat. Donc il est très conscient de cela. Vous avez mentionné le changement d'avion qui a été effectué à la demande des services secrets américains et on sent qu'ils sont sur le qui-vive encore plus ces derniers temps. On a notamment remarqué à l'extérieur donc de cette salle de presse, il y a l'entrée nord de la Maison Blanche, l'entrée de la résidence principale. Il y a actuellement des travaux. Alors au départ, on nous disait que c'était pour rénover les colonnes de cette résidence. C'est en partie le cas, mais on a appris par CBS qu'il y avait des travaux pour améliorer la sécurité de la porte d'entrée de cette résidence. Une source m'a parlé d'une porte par balle. C'est une demande, selon CNN, des services secrets depuis longtemps qu'il y ait des travaux pour améliorer la sécurité de cette entrée. Donc ces travaux ne font pas suite seulement sûrement à la menace iranienne, mais c'est en raison des menaces domestiques et extérieures. En tout cas, on sent que l'administration transforme de plus en plus la Maison Blanche en forteresse, qu'il y a une inquiétude autour de la sécurité de Donald Trump et on sait aussi que lors de ces déplacements, la sécurité a été renforcée, notamment lors des convois qui le mènent dans différents endroits. Tout à l'heure, par exemple, il va quitter la Maison Blanche pour se rendre dans le New Jersey. Merci à vous, Sonia Dridi. Merci pour ces précisions, ces informations. Tout de même, il y a une petite musique qui monte. Elle nous dit quand même, il y a une petite paranoïa qui s'installe. On connaissait Fort Knox aux États-Unis. Voilà, la version de Fort Knox, c'est la Maison Blanche où l'on se barricade, Père de Young. Il se sent menacer, le président américain, chez lui, sur son sol. D'abord, il y a un effet guerre psychologique qui est extrêmement important. Et les Iraniens sont très bons. Ils font des reportages, tout est bien fait. On a suivi les cortèges, etc., etc. Maintenant, le deuxième point, ce genre de menace, je pense que le président américain est habitué. Tout président américain, il sait qu'il est une cible potentielle et Trump a démontré à plusieurs reprises qu'il avait été, il était une vraie cible parce qu'il a été attaqué directement. Le troisième point, c'est que moi j'ai l'occasion de pratiquer, si vous voulez, la sécurité américaine. Je peux vous dire que c'est une sécurité, c'est pas un truc rigolo. Un exemple. Possible cortège, c'est impossible à savoir dans quel cortège il est. Il y a toujours deux cortèges quand le président s'en va. Il y a la mécanique des doublons, des sosies. Moi, je l'ai vu, le sosie de Clinton. Je sais qu'il y a deux sosies. Ils sortent du même hôtel, ils vont dans deux voitures différentes. Donc tout ça, ça crée un environnement qui est quand même relativement difficile. Maintenant, le problème, c'est quand on veut tuer quelqu'un, on peut cibler la personne. Le problème, c'est l'attaque de masse. Il est dans un immeuble, on pète l'immeuble. Et puis vous avez 1500 personnes qui meurent en même temps. C'est ça le vrai sujet. C'est l'attaque terroriste globale pour être sûr d'avoir le président qui est dedans. L'attaque individuelle, je la sens moins parce que c'est quand même plus dur à monter. Et encore une fois, il faut savoir où il est. Là, par contre, l'attaque collective, c'est pas impensable. Les Iraniens ont démontré à différentes reprises qu'ils étaient capables de monter des opérations terroristes n'importe où dans le monde. Gallagher Fenwick, ça vous paraît pertinent d'imaginer la présence de cellules dormantes, d'agents dormants iraniens qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être activés par Téhéran pour assassiner le président américain? Alors, plusieurs choses. D'abord, clairement, l'idée de la vengeance est désormais inscrite dans le projet national iranien. C'est le sens des images qu'on voit à l'écran. Le message également qui a été délivré alors véridiquement ou
indirectement par Mojtaba Khamenei, je dis ça parce qu'on n'a toujours pas de son et d'image, exactement, avec les références à Karbala, l'imam Hussein, le martyr, etc. Faut pas oublier que 33 ans après l'émission d'une fatwa contre l'auteur des versets sataniques, Salman Rushdie, ce dernier a fait l'objet d'une tentative d'assassinat sur le sol des États-Unis. Faut pas oublier que les menaces concernant Donald Trump ne viennent pas que de l'Iran, elles viennent également de l'intérieur. Il faut pas oublier que dans l'histoire des États-Unis, 4 présidents sur 46 ont été assassinés, ça fait un peu plus de 8%. Plus d'une douzaine ont fait l'objet de tentatives d'assassinat, ça veut dire qu'à peu près 30% des présidents américains ont fait l'objet de tentatives d'assassinat. Donc ça, c'est une réalité. Donald Trump lui-même, à 2 reprises, au moins. Par ailleurs, j'ai envie de dire, on peut s'interroger autour de ce plateau, est-ce que c'est légitime de la part de cette République islamique qui a vu son chef d'État, c'est rarissime dans l'histoire des relations internationales, assassiné, que ce dernier dise, vous avez installé une jurisprudence, œil pour œil, dent pour dent, où disent les Iraniens, ou écrivent la République, les gardiens de la révolution islamique sur les bâtiments, œil pour œil, sang, S-A-N-G pour sang. Donc cette idée d'une symétrie, très bien, ça y est, ce Far West est ouvert, et je termine en disant que ces messages, outre leur caractère absolument odieux, extrêmement dangereux, et qu'il faut condamner sans aucune ambiguïté, compliquent un peu plus le retour à une forme de négociation honnête et réelle entre les Iraniens et les Américains qui, là, sont clairement embarqués dans une phase différente. Est-ce que je peux juste faire un tout petit commentaire sur la première vidéo ? Non, allez-y. J'aimerais entendre à ce propos-là, mais on y retournera parce qu'on va s'interroger sur cette vidéo avec Raphaël Jérusalemi. Il est ancien officier du renseignement israélien et justement, cette vidéo que vous voulez commenter, j'ai quand même envie de l'entendre et il aura probablement quelques éclairages ou quelques idées vraiment à nous apporter sur ce qu'on voit, Raphaël Jérusalemi. Bonjour à vous. Le mode d'emploi. Comment est-ce qu'on assassine un président américain ? On observe son convoi, vous voyez ces images s'afficher à l'écran. Bon, évidemment, ce sont des images de propagande, ce sont des images IA, elles sont le fruit peut-être d'observations. On voit ici un convoi. Vous êtes un ancien officier du renseignement israélien. Ça vous paraît pertinent, probant et puis surtout réaliste comme mode d'emploi, si je puis dire, pour assassiner Donald Trump ? Non, le convoi, c'est la pire des solutions possibles. C'est vraiment pas la meilleure à adopter. Je commencerai quand même par dire que ça soit très clair, il n'y a pas de sécurité à 100%. Il y a toujours une faille. Le problème pour celui qui veut éliminer la cible, c'est de trouver cette faille. Parfois, c'est même l'occasion qui fait le larron, et parfois ça peut être un geste spontané dans la mesure où le personnage se trouve tout d'un coup sans défense. Et moi, j'ai été l'officier d'escorte de Dick Cheney, qui était le secrétaire à la défense américain, d'une visite en Israël, où on a été 2 fois pratiquement seul dans le désert. C'était un essai d'un missile Arrow, et ces gardes du corps n'étaient pas tout à fait dans le coin. Donc il y a toujours une faille, quelque part, il n'y a pas de 100%. Je me suis retrouvé aussi, pour la petite histoire, 2 fois seul avec Yasser Arafat, qui ne savait pas qui j'étais, et une fois j'étais armé. Donc vous voyez, tout est possible. Ceci étant dit, pour revenir au problème des convois, ce qui a été dit en plateau est absolument exact. Il y a plusieurs convois, des convois de diversion. On ne sait pas dans quel véhicule se trouve la cible. Et en plus, ces véhicules sont extrêmement difficiles à impacter. C'est des vitres de 8 à 10 cm d'épaisseur. Même avec un lance-roquette, vous aurez beaucoup de mal à créer un dégât sur ce genre de véhicule. Donc c'est pas vraiment la meilleure des solutions. Ils sont en plus en mouvement. Par contre, si on parle déjà de la grosse artillerie, effectivement, la villa de résidence de Donald Trump en Floride, ça c'est une cible plus atteignable. Mais là, c'est la grosse artillerie, c'est-à-dire il faut lancer un véhicule chargé d'explosifs dessus, par exemple. Je pense que c'est plus dans le dans les micro-drones qu'il y a aujourd'hui, dans les robots qu'il y a aujourd'hui, qu'on peut trouver la solution. Je voudrais juste préciser une chose extrêmement importante. Lorsqu'on parle d'élimination ciblée, les Israéliens et les Américains sont devant un problème face à l'Iran parce qu'ils doivent éliminer beaucoup de monde, en fin de compte, des dizaines de personnes. Pour les Iraniens, même s'ils prétendent qu'il s'agit d'une vengeance, c'est pas du tout de vengeance, c'est un calcul froid. Une seule cible, parce que Donald Trump est probablement la seule personne qui puisse un jour vouloir, peut-être, dis-je, décider d'une offensive d'une immense ampleur militaire contre l'Iran. Aucun autre président ou candidat à la présidence n'aura l'attitude qu'aura Donald Trump. Donc si vous éliminez Donald Trump, vous éliminez vraiment
un danger extrêmement important pour le régime de la République islamique. Il n'y aura pas un deuxième Trump, même Vance, vous le voyez, n'est pas très chaud pour continuer cette offensive. Oui, on ira plus tard justement sur J.D. Vance. À le faire. On ira sur J.D. Vance parce qu'il a eu effectivement son mot à dire, mais sur un thème qu'on abordera un tout petit peu plus tard. Mais avant ça, Gallagher Fenwick, vous brûliez de commenter, de réagir sur ces images. Alors pas en cette particulier, image, en fait, celle du convoi. Moi je suis, je vous le dis honnêtement, gêné qu'on diffuse cela. C'est-à-dire que je m'interroge sur la pertinence éditoriale de faire la publicité. On est le relais de la propagande iranienne ? Pas que ça, c'est incitatif et c'est un grand débat journalistique que vous connaissez par cœur, Guillaume, on va être au croisement du chemin entre le devoir d'information mais aussi le devoir de protection qui consiste à ne pas inciter à la violence et certainement pas à faire la diffusion et la publicité d'un tutoriel qui peut assassiner, qui sert à montrer comment on peut assassiner. Alors, il y a une belle mise à distance, c'est pas un tutoriel, contextualisation qu'on fait ensemble. Si ça, c'est pas un tutoriel sur comment s'en prendre à Donald Trump. C'est le trajet du président américain en Floride. Pour faire quoi ? Non, mais la question qui se pose en creuse, c'est la question. Non, mais messieurs, la question qui se pose en creuse, c'est la question de la capacité de l'Iran à effectivement tuer ou non le président américain. C'est la question qu'on pose à travers ces images. Non, absolument. Mais cette question, on peut se la poser sans faire la publicité de ce document. C'est une réflexion personnelle que je partage. Bien sûr, je soumets à la sagacité du plateau. Ça ne veut pas du tout dire que je vais démontrer qu'il fallait absolument pas la diffuser. Mais personnellement, ça me choque. Mais elle vous interpelle. Quand je réfléchis aux raisons pour lesquelles ça me choque, c'est parce que je pense qu'on s'approche, si vous voulez. Oui, effectivement, d'une forme de relais d'une propagande qui incite à la violence et à l'assassinat. Après, je l'ai dit, cette page, si elle est ouverte, c'est aussi parce que les Américains et les Israéliens, conjointement, ont assassiné un chef d'État, aussi odieux soit-il. On peut se pencher sur les conventions de Vienne, tout ce qui régit cela. C'est rarissime, mais il y a une bonne raison à cela. C'est qu'à partir du moment où on accepte cette jurisprudence, voire qu'on banalise cela, on rentre dans une ère qui est extrêmement dangereuse. Mais il s'agit là, finalement, de la question qu'on se pose dans ce grand dossier. Engrenage infernal, Rina Bassiste, on en est là, c'est le Far West, c'est parti. Jusqu'à expliquer aux uns et aux autres, et on peut s'en émouvoir, et vous avez raison, Gallagher Fenwick, faire état de votre indignation, mais d'un manuel d'emploi, d'assassinat du président américain. Cette question de œil pour œil, il ne faut pas oublier, depuis le 7 octobre, si on regarde en Israël, plusieurs dizaines de personnes étaient arrêtées parce que des Israéliens, des citoyens israéliens qui étaient contactés par l'Iran, qui étaient payés par l'Iran pour prendre des photos sur des bases militaires, sur des personnalités israéliennes qui ont participé à la préparation des attaques contre des politiciens israéliens. Donc, œil pour œil, c'est bien avant que Ali Khamenei était tué. Et en fait, si on revient aux années 90 avec les 2 attentats en Argentine, on sait très bien que depuis 30 ou 40 ans, les Iraniens, ils font des efforts sans cesse, justement, à mettre en place des cellules dormantes. C'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau, ça date pas du tout du 28 février. Là, il y a une incitation, il utilise ça comme excuse, mais cette idée à cibler des leaders mondiaux, si c'est Trump, si c'est des personnes en Israël, il n'y a rien de nouveau dans ce mode d'action de cet État terroriste. Bon, il n'est pas faux, Xavier de Giacomoni, de dire, peut-être pour compléter ce que disait Gallagher, qu'on est entré dans une sorte d'époque de brutalité décomplexée, tant sur le plan létal que sur le plan informationnel. Bien sûr, mais il y a quand même un débat qui est soulevé par la question que pose Gallagher. C'est extrêmement choquante. L'image de Donald Trump dans son cercueil sur un mur de Téhéran, c'est extrêmement choquant. L'image, mais à partir du moment où elle existe, où elle est filmée à Téhéran, je trouve qu'il est normal de la diffuser. L'image en image de synthèse, donc avec l'intelligence artificielle, de parcours du président américain qui sont connus de tout le monde. Il n'y a aucune information, à mon sens, qui puisse renseigner un assassin potentiel dans ces vidéos. Me paraît pas poser de problème. Alors effectivement, là où Gallagher a raison, c'est que
et c'est très très important de le souligner, même si on les diffuse en connaissance de cause, on les diffuse en France, sur le territoire français, c'est que les Iraniens, avec ces images, notamment du parcours, qui pour moi sont pas un tutoriel, on peut rien en faire, on peut pas passer à l'acte avec ces images-là. Il faut imaginer d'autres solutions dont on a déjà parlé, dont on a parlé notamment avec Raphaël Jérusalemi, peuvent inciter aux États-Unis des gens à passer à l'acte. Oui, ça, c'est incitatif. Mais totalement d'accord. Ça, c'est une évidence, et c'est évidemment ce que cherchent les Iraniens. Dernièrement, en 2024 et en 2026, la justice américaine a condamné plusieurs hommes pour des complots visant à assassiner le président des États-Unis d'Amérique. Ils étaient financés par les gardiens de la Révolution. Donc c'était déjà dans l'air du temps, avant même le début de la guerre, et avec ces images-là, les Iraniens veulent en quelque sorte faire redémarrer la machine. Oui, alors moi après, voilà, moi finalement, puisque la discussion s'est ouverte sur ce plateau, moi je ne sais pas s'il vaut mieux passer sur nos antennes des images de Lego qui disent exactement la même chose que ce mode d'emploi pour assassiner le président américain. Ça me permet de vous poser une... Non mais finalement, elles disent la même chose. Et Lego, c'est une version édulcorée, vous vous souvenez, mais exactement de ce dont on traite en ce moment même. Et au fond, Raphaël Jérusalemi, au fond, si on reprend les propos de Sonia Dridi, notre correspondante, on a quand même cette petite musique de paranoïa qui monte, et cette Maison Blanche qui se transforme en fornox, cette imagerie effectivement utilisée à dessein par Téhéran, mais tout de même, le président américain, il prend tout ça au sérieux. Oui, il a absolument raison de le faire. Il peut être rassuré dans la mesure où le palmarès des éliminations ciblées par les Iraniens est plutôt faiblard. Ils utilisent, et ça c'est très important, des citoyens non iraniens en général. Ils recrutent des mercenaires. On a eu des Tchétchènes, on a eu des Afghans. On peut avoir même un Américain du Texas, pas nécessairement musulman d'ailleurs, qui soit chauffé par cette propagande. Donc tout cela, les Iraniens le font exprès. Ils ont dans l'ensemble échoué. On prend par exemple, alors on a parlé de Salman Rushdie, mais il y a Masih Alinejad, une femme extrêmement courageuse habitant aux États-Unis, opposante à la République islamique. On est déjà à la 3e tentative de la kidnapper ou de l'assassiner, qui a été évidemment arrêtée par les services de sécurité américains. La raison pour laquelle, et ça c'est extrêmement important, dans le cas de Donald Trump, les Iraniens vont tenter d'utiliser aussi des éléments étrangers, non iraniens, c'est que si jamais ça arrive et si jamais le type qui va éliminer Donald Trump est un Tchétchène ou un Texan, eh bien, il y aura une grande difficulté pour le Sénat et le Congrès américain de déclarer la guerre à l'Iran sous prétexte que la République islamique a éliminé le président américain. Car il n'y aura pas, à moins que le régime islamique le revendique, il n'y aura pas de preuves tangibles de signature proprement iranienne. Ça, c'est aussi une raison pour laquelle ils utilisent des ressortissants non iraniens qui sont recrutés alors par les réseaux sociaux, on le voit. Et vous avez absolument raison, à mon avis, de montrer cette vidéo, car elle ne révèle rien de spécial. Elle montre justement à quel point les Iraniens sont désespérés, puisqu'ils essayent en fait d'activer des loups solitaires. Ils essayent d'enflammer les esprits dans l'espoir que l'un d'eux va faire, ou plusieurs vont faire des tentatives d'assassinat de Donald Trump. Ils le font sur les réseaux sociaux à tir-larigot. Il faut absolument le montrer, le dénoncer, cette incitation donc au meurtre, à la différence d'autres pays qui pratiquent aussi les éliminations ciblées, mais qui le font dans le silence et dans la discrétion. Donc c'est une différence évidemment d'approche. Pour l'instant, les Iraniens n'ont pas tellement réussi. Il y a eu ici et là des têtes brûlées, mais en gros, pour l'instant, la stratégie iranienne tentaculaire dans le terrorisme international ne porte pas vraiment ses fruits. On va essayer de renverser la question avec vous, Père de Yang, et vous allez voir qu'on va être dans une habile transition. Mais finalement, c'est pas une façon de piquer au vif Donald Trump, ces vidéos sur lesquelles on débat, et fort justement, le piquer au vif jusqu'à le pousser à frapper encore plus sévèrement l'Iran?
Alors, oui, la mécanique de Thucydide vient à l'envers par les individus. Écoutez, je peux pas vous dire parce que je pense que Trump il est plutôt stable. Je pense qu'il a l'habitude. Il a été attaqué à différentes reprises. Il était de toi d'y passer. Rappelez-vous pendant la campagne électorale. Donc il a intégré cette mécanique-là. Après, le fait qu'il ait envie de se venger, probablement. Mais en soi, ça suffit pas. Même si c'est lui qui va décider. Je pense il avait promis les foudres de guerre si d'aventure effectivement il devait être assassiné, les ordres sont donnés, l'Amérique va déclencher le feu ultime, peut-être pas, mais bon, elle ira très loin. Les opérations homo, comme on dit, c'est-à-dire de destruction faite de la tête pensante des Iraniens, sont les Israéliens qui sont capables de le faire, pas les Américains. Les Américains, ils n'ont pas ce niveau de renseignement. Et donc, en fait, s'ils montent une opération conjointe avec Israël, c'est pas impensable qu'on continue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les Américains sont engagés dans un processus qui est vraiment lourd. Aujourd'hui, depuis 5 ou 6 jours, ce que font les Américains, c'est extrêmement précis. On n'est pas du tout sur les 5 premières semaines. On n'est pas sur un système où on va arroser un coup de nucléaire, un coup ci, non pas du tout. Et ils sont en train de concentrer leurs tirs globalement sur la frange côtière et 80% des tirs ont lieu là, même si par-ci par-là, ils attaquent une caserne. On voit que progressivement, mais en même temps, c'est extrêmement précis. Ils sont pas du tout dans une mécanique comme ça, olé olé ou comme ça inventée. Donc je pense que tout ça, Trump, il est à la tête de ça. Je pense qu'il est dans sa tour d'ivoire, dans sa Maison Blanche. Je pense qu'il pense à tout sauf à ça. Je peux vous dire comme je le pense. Alors, point 1, point 2, point 3, à la colonel Père de Yang, ça c'est votre classique, si je puis dire. Point 4, troupe au sol. Est-ce que c'est peut-être une hypothèse qui est sur la table? Je voudrais qu'on voit cette réponse qu'a donnée Donald Trump, le président américain, à un journaliste de Fox. Parfois, il faut une campagne terrestre, mais nous avons d'autres personnes dans la région qui feront le job pour nous. C'est une façon de peut-être de donner la patate chaude à quelqu'un d'autre. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que le mot troupe au sol est posé. Et J.D. Vance, on va l'écouter. Il s'est saisi de cette question. Il a répondu. Preuve peut-être que ça a de l'importance en ce moment. On écoute le vice-président américain. Si le peuple iranien veut se soulever et changer son gouvernement, c'est à eux de voir. Mais nous n'allons pas envoyer 150 000 soldats au sol pour accomplir un changement de régime, à moins que les gens sur place ne veuillent obtenir ce résultat. Maintenant, nous n'allons pas envoyer les troupes de toute façon, mais en proposant d'envoyer des troupes, vous dites en substance que l'armée américaine devrait faire le travail à la place du peuple iranien. Ce n'est pas notre boulot. La politique américaine, la manière dont fonctionne cette administration Trump, Gallagher Fenwick, vous la connaissez par cœur. Il y a sans doute des rivalités, vous allez les éclairer. Mais tout de même, troupe au sol, J.D. Vance qui s'empare de cette question, qui répond publiquement, donnant des chiffres, 150 000 hommes, mais vous êtes fous, on ne va pas envoyer autant de boots on the ground. Ça veut dire que c'est une hypothèse qui a été soulevée, qui a été prise au sérieux. Bien sûr, et c'est aussi une référence indirecte à une guerre à laquelle il a personnellement participé, l'Irak, dans laquelle les Américains avaient un peu plus de 150 000 hommes au sol au moment du surge, environ 300 000 en comptant les alliés de cette mini, entre guillemets, coalition, dont les Britanniques et d'autres, avec les résultats absolument désastreux que l'on connaît. D'abord pour la région, 1 million de morts au bout de 20 ans, et une situation où finalement les Américains ont livré l'Irak à l'Iran. Je fais une toute petite parenthèse, cette guerre en Irak à laquelle a participé le vice-président américain en 2005. Oui, absolument. Donc qu'il connaît bien, et raison pour laquelle il en a beaucoup parlé pendant la campagne, lui représente un courant au sein de cette administration, qui est un courant, celui du désengagement, non interventionniste, qui ne pense pas que la puissance américaine se manifeste par l'exercice militaire à distance des frontières du pays. Alors que Marco Rubio, qui est plus classique dans son approche de l'exercice de la puissance, donc plus proche du courant néoconservateur, lui, on le voit sur le dossier libanais, estime que les États-Unis restent gendarmes du monde et qu'ils ont dans leurs prérogatives, leur rôle et leurs responsabilités, voire leurs obligations, celles parfois d'intervention, quitte à consentir à des sacrifices. Mais Donald Trump n'en est pas là. Après, quand on pose la question des troupes au sol, combien de temps? Pour faire quoi? Est-ce que c'est pour prendre un contrôle temporaire et donc une gageure? Est-ce que c'est pour le tenir? Et ensuite, si vous voulez tenir, c'est pour obtenir quoi? Donc on en revient toujours aux mêmes questions. Les militaires disent, c'est quoi l'effet final recherché? Vous aviez, Gallagher Fenwick, envie de poser cette question à ma place à Raphaël Jérusalemi. On va lui poser des troupes au sol pour faire quoi? Pendant combien de temps, Raphaël Jérusalemi? Et est-ce que c'est le seul moyen, au fond, de faire basculer ce régime si d'aventure ce devait être l'objectif?
Oui, alors absolument. D'abord, le problème, justement, vous venez de le dire, c'est l'objectif, parce que Donald Trump change d'objectif tous les jeudis et vendredis. Donc, un coup c'est le nucléaire, un coup c'est le détroit d'Ormuz, un coup c'est la chute du régime. Et ça, c'est très très mauvais. C'est la pire des choses qu'on peut faire lorsqu'on déclare la guerre à un autre pays, c'est de pas fixer un objectif. CENTCOM de l'armée américaine commence à un petit peu être tourné en bourrique par son propre président qui lui fixe à chaque fois un autre objectif. Là, on est dans la phase plutôt Hormuz. La semaine prochaine, on sera peut-être dans la phase centrale nucléaire ou destruction de cibles civiles. Ça c'est une chose. Alors, les forces terrestres, elles sont indispensables, c'est évident. Pour donner le coup de grâce. Ça veut dire, elles interviennent à la fin. Si vous voulez, on passe le bulldozer avec l'armée de l'air, avec toute l'artillerie, on explose tout ce qu'on peut exploser, on essaie d'avoir un soulèvement populaire de l'opposition iranienne qui doit absolument être appuyé par des forces terrestres bien entraînées, bien armées, bien équipées, et c'est pas juste les Kurdes ou les Baloutches, c'est obligatoirement des Américains et ou des Israéliens, mais c'est pour le coup de grâce, c'est-à-dire pour aller planter le drapeau à Téhéran et pour s'emparer d'édifices et de certaines personnalités. C'est inévitable. Ne pas l'envisager, c'est impossible. Je ne pense pas que M. Vance soit un grand expert militaire. Je voudrais justement dire, en parlant d'expertise militaire, j'entends souvent sur les plateaux des comparaisons avec des guerres précédentes. Le Desert Storm, on remonte souvent, ce matin sur LCI justement, il y avait un général qui est remonté à la Seconde Guerre mondiale en parlant de la Royal Air Force et de la Luftwaffe. C'est très bien, sauf que c'est le passé. Aujourd'hui, on mène des guerres complètement différentes. La force des Israéliens, c'est justement qu'ils sont imprévisibles et qu'ils innovent. On ne sait pas comment ils vont s'y prendre cette fois-ci. C'est des stratégies complètement inédites. Surtout qu'aujourd'hui, la grande différence tout de même, c'est l'intelligence artificielle. Les armées qui utilisent l'intelligence artificielle à bon escient ont une supériorité énorme sur celles qui ne l'utilisent pas aussi bien, et puis tout ce qui est la technologie. Et donc sur le plan de puissance, de technologie, de sophistication militaire, les États-Unis peuvent absolument obtenir une défaite militaire des gardiens de la Révolution. Le problème, c'est la volonté politique. Le problème, c'est la stratégie qui, jusqu'à présent, je suis d'accord avec tout le monde en plateau, est un échec cuisant des Américains parce qu'ils n'ont pas, tout simplement, fait le travail jusqu'au bout dans un plan qui prévoit au bout, donc le plan qui a été présenté à la Maison-Blanche sur un an, qui, au bout donc de plusieurs mois de frappes militaires et de certaines infrastructures civiles, prévoit un soulèvement populaire iranien, les Kurdes, les Baloutches, mais l'intervention de forces terrestres, bien sûr. On sent bien, colonel Père de Jong, à travers les propos de Raphaël Jérusalemi, bon, il se fait l'écho d'un certain nombre de voix au sein des états-majors, différents états-majors israéliens. Le risque, ça n'est pas l'escalade, le risque, ça n'est de ne pas finir le travail. Il a employé cette expression coup de grâce. Les troupes au sol, ce serait le coup de grâce dans un plan clairement établi, selon vous, sophistiqué, avec une stratégie claire, au moins sur le plan militaire. De la guerre, on sait que si il y a pas un soldat qui met le pied sur le terrain, ben il se passera rien. En fait, on voit bien qu'ils vont pouvoir casser, ils vont pouvoir détruire toute une série d'installations. Puis so what, au bout d'un moment, comme on dit à Washington, so what, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Donc le problème, il faut le matérialiser. Le deuxième point qui est très important, c'est que d'abord les Américains n'ont pas 150 000 hommes sur place. Ils ont en gros 20-25 000 hommes, grand maximum. Donc c'est vraiment c'est la capacité. En plus des 40 000 hommes sur les différentes bases dans la région au Moyen-Orient. Des mécaniciens, c'est toute la logistique. Et même pas à déployer en force de combat. Ils peuvent pas, c'est pas même pas ce chiffre-là. Absolument, c'est pas une unité de combat. C'est globalement, on va dire qu'il y a quelques milliers d'hommes. En fait, la force de combat, c'est le corps des Marines, c'est éventuellement des renforcements des États-Unis. Je pense qu'ils mettraient 10 000 hommes en plus. Donc il y a une force de combat en gros de 20-25 000 hommes, grand maximum. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que l'Iran a de formidables faiblesses. Et c'est quoi? C'est sa côte. C'est le fait qu'elle n'ait que 14 ports ou 15 ports et que tout passe par là. L'île de Karl, 90% du carburant. Bandar Abbas, 70%, du commerce maritime iranien. Donc le problème, c'est que les stratèges américains, ils vont se poser la question de savoir pour taper où ça fait mal. Et là, quand vous avez 20 000 hommes, encore une fois, prendre l'île de Karl ou l'île de Keshem ou éventuellement de débarquer sur un port à Bandar Abbas, c'est pas impensable. Ça fait pas partie des choses qui sont inadmissibles. Pourquoi? Mais il faut les tenir une fois qu'on a débarqué. Il faut rester un certain nombre de semaines. Vous croyez que c'est Stalingrad et que les gars vont en ligne comme ça? C'est un terrain de folie. Oui. L'Iran, c'est pas un terrain pour l'armée de terre, sauf la bande côtière qui
qui est, à mon avis, tenable. Et on verra, et on les verra jouer, les Américains, en termes de, de force de l'armée de terre, lorsqu'ils vont à bombarder avec des B-52, des BD. Lorsqu'ils vont commencer à faire du carpet bombing, on se dira, là, ils vont débarquer. Pour l'instant, ils le font pas. Mais je pense qu'on est dans une montée en puissance progressive. Mais c'est une carte que je suis intimement convaincu que les stratèges américains n'ont pas écarté totalement la possibilité d'utiliser des forces terrestres. Rina Bassiste, pour prolonger la conversation, le vice-président américain, il accuse Israël de souffler sur les braises et de manipuler l'opinion publique américaine pour prolonger justement cette guerre en Iran. C'est sûr. Oui, et justement, je crois que c'est justement à cause de ces genres d'accusations que le gouvernement israélien s'est tenu extrêmement silencieux depuis le début de cette dernière série de frappes, pour ne pas être accusé à manipuler le président américain, pour ne pas être accusé d'inciter justement une grande guerre. Et à la fin, cette campagne des détroits d'Ormuz n'est pas la campagne israélienne. Israël s'intéresse pas vraiment, c'est pas la question. Le détroit d'Ormuz, Israël s'intéresse aux missiles balistiques, Israël s'intéresse au programme nucléaire. C'est ça, ce sont les priorités d'Israël, sûrement pas le détroit d'Ormuz. Et donc là, le gouvernement israélien est très silencieux. Bon, il y avait normalement prévu que le Premier ministre Benjamin Netanyahu se rende à Washington pour discuter, entre guillemets, avec le camouflé, président parce qu'il s'est américain. auto-invité à Washington et il a reçu pour le moment une fin de non-recevoir. Voilà, avec l'explication qu'il va se rendre pour le service mémorial de Lindsey Graham qui était rapporté pour l'instant, donc la visite aussi est annulée. Mais quand vous regardez toutes les publications dans la presse israélienne autour de cette visite maintenant annulée, tout le monde disait la même chose. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu ne va pas appeler le président américain à élargir la guerre. Il va pas lui dire nous aussi on va participer. Il va tout simplement lui présenter tous les renseignements israéliens sur les programmes nucléaires iraniens, donc rien à voir avec les détroits d'Ormuz, disant, regardez, vous pouvez pas faire confiance à Téhéran. Bon, visiblement, c'est pas encore tout à fait le moment, ce qui me permettra de remercier Raphaël Jérusalemi, vous invitant à revenir sur notre plateau, Raphaël, évidemment avec vos expertises et vos éclairages, mais ça n'est pas le moment encore visiblement de présenter toutes ces options à Monsieur Trump de la part de Benjamin Netanyahou et faire un exposé de ce renseignement, puisque cette visite a été pour le moment non pas reportée, mais ni même annulée, mais en tout cas elle n'aura pas lieu lundi comme prévu. Merci à vous, Raphaël Jérusalemi. Je voudrais vous soumettre, et c'est peut-être la dernière page qu'on ouvrira dans ce grand dossier, l'adresse de Donald Trump à la région. Alors vous savez que les Iraniens, ils ont un allié dans la région, ils ont la Russie, mais ils ont également Pékin. Xi Jinping, est dans le viseur lui aussi de Donald Trump. Alors pourquoi, me direz-vous? Hier, allocution à la nation, Donald Trump s'adresse au peuple américain et il revient sur l'élection perdue de 2020. Il accuse la Chine d'avoir corrompu ce scrutin. On écoute le président américain. Ces documents déclassifiés montrent que depuis 2020 et sa période électorale, la Chine a mené ce qui ressemble à la plus grande ingérence électorale de l'histoire, ce qui lui a permis d'acquérir 220 millions de fichiers d'électeurs américains. On va aller évidemment poser la question à Sonia Dridi. Elle est encore à l'intérieur de cette salle de presse de la Maison-Blanche. Sonia Dridi, notre correspondante à Washington. Vraiment, la question qui me vient à l'esprit, Sonia, rebonjour, c'est est-ce que à travers cette accusation, son fondement, visiblement, Trump est en train de préparer au fond l'électorat américain, l'opinion publique, à cette idée que les élections de midterm, celles de mi-mandat en novembre prochain, seront à minima, disons, perturbées, quoi. Oui, alors l'opposition craint que le président Trump tente de jeter le discrédit sur le processus électoral à l'approche des élections de mi-mandat. De nombreux démocrates ont dit que les accusations, notamment contre la Chine, n'avaient aucun fondement. Et donc, il y a aujourd'hui beaucoup de craintes du côté des démocrates. On a notamment vu la réaction de Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, qui a comparé Donald Trump à un roi fou, qui a dit qu'il essayait de
de truquer le système électoral à l'approche des élections et a dit nous devons le stopper. Ce matin, beaucoup de démocrates disent que Donald Trump a très peur de ce qui va se passer à ces élections de mi-mandat. Alors, il y a quelques minutes, l'un des conseillers de Donald Trump, Pete Navarro, est venu ici à l'extérieur de la salle de presse pour nous faire un petit point, pour faire le service après-vente de ce discours. Et je lui ai justement posé la question de savoir quelle était sa réponse face aux accusations de l'opposition qui dit de nombreux démocrates qui disent que Donald Trump tente de délégitimer le processus électoral. Il m'a répondu que tout ça c'était du baratin. Il a dit qu'il fallait absolument faire passer le Save America Act, comme l'a dit également Donald Trump dans son discours. C'est un projet de loi qui, selon cette administration, permettra de protéger de sécuriser le vote en demandant à chaque citoyen de présenter une pièce d'identité pour voter. Et il a également dit qu'en attendant, beaucoup d'électeurs sinon allaient vouloir rester chez eux par peur que ce processus ne soit pas juste. Donc on voit en tout cas qu'il y a une volonté de cette administration de montrer au public américain qu'actuellement le système électoral ne peut pas complètement, on peut pas complètement faire confiance à ce système électoral. Merci à vous Sonia Dridi en direct de Washington et de la salle de presse de la Maison Blanche. Xavier de Giacomoni, je vais vous poser une question un peu simple. Vous le voyez venir, le scénario, ces élections de mi-mandat qui n'auraient pas lieu? Oui, c'est un scénario dont on parle beaucoup. Ça va être difficile quand même pour Donald Trump. Alors évidemment, si les États-Unis étaient en guerre, ça pourrait tout changer. Il pourrait y avoir des solutions, mais je pense que c'est quand même extrêmement compliqué. En revanche, il s'attend à perdre les élections. Ça, c'est normal. La plupart des présidents américains les perdent. Perdre la Chambre, c'est pas tellement un problème. En revanche, perdre le Sénat, là, ça va commencer, peut-être dans des proportions assez importantes, ça va commencer à lui poser problème. Et là, peut-être cherchera-t-il à refuser l'obstacle, comme on dit en équitation, et à trouver des raisons pour ne pas organiser ces élections. Gallagher Fenwick, si je pose la question aussi clairement à Xavier, c'est qu'elle monte cette petite musique, et même dans les propos du président américain, à 2 ou 3 reprises, il a dit ces élections n'auront pas lieu. Sur un ton goguenard, en plaisantant peut-être, mais il le dit quand même. Oui, alors plusieurs choses. D'abord, les Américains viennent de célébrer les 250 ans donc de leur indépendance. Il faut savoir que les élections, qu'elles soient fédérales ou législatives, à ma connaissance, n'ont jamais été suspendues, y compris pendant les guerres et les différentes crises que le pays en a connues de sérieuses a connues. La transition pacifique du pouvoir en démocratie, c'est sacro-saint, et y compris aux États-Unis. Donc, quand vous regardez la Constitution américaine qui prévoit effectivement un scénario de suspension, la barre est tellement haute que ça paraît... Elle est où? Elle se situe où, la barre? Il faut une ingérence étrangère comme celle de Pékin, non, c'est l'accusation ça? Non, c'est une décision, si vous voulez, par le corps législatif, en accord avec l'exécutif. Je ne vais pas vous citer les chiffres de mémoire, mais c'est une barre tellement haute que ça paraît complètement improbable. C'est comme pour modifier la Constitution. Enfin, c'est très, très, très haut. En revanche, le fait d'essayer, et c'est très intéressant ce que disait Sonia, c'est qu'effectivement, il est en train de se tourner vers le passé pour, en fait, paver le chemin qui mène à une remise en question de l'intégrité du scrutin. Ce qui est typique de la part de Donald Trump, et c'est très intéressant, dans une émission, on fait les 3/4 sur l'Iran, où qu'est-ce qu'on observe? Que Donald Trump refuse de reconnaître sa défaite. Et donc, celle de 2020. Oui, mais y compris en Iran, dans le détroit d'Ormuz. Et donc, c'est la même psychologie où il sait, parce que c'est le cas, je crois que depuis, on va dire 20 ans, vous avez 2 présidents, Bush en 2020, parce qu'il y a un effet drapeau qui remporte des sièges à la Chambre, et Clinton dans les années 90, c'est les seuls. Sinon, tous les autres, ils perdent entre les deux mandats. Parce que, voilà, ça se passe comme ça, les gens sont déçus, sont frustrés, le delta qui sépare ce qui avait été promis pendant la campagne de ce qui est réalisé dans l'exercice du pouvoir est tellement grand qu'il y a toujours une frustration qui s'exprime comme ça dans les urnes. Mais c'est gravissime. C'est un président, et c'est pour ça que le projet, si vous voulez, trumpien, quand on essaie de me faire croire au fait qu'il veuille amener la démocratie en Iran, qu'il veuille le faire à Cuba, au Venezuela, etc., alors qu'il la bafoue en permanence dans son propre pays, les États-Unis,
me fait grincer des dents. Ouais, vous vous posez la question. Il a trouvé de toute façon une nouvelle cible. Hein, vous le lisez sur votre écran. La charge de Trump contre Pékin. Xi Jinping aurait ordonné, manipuler cette élection de 2020 qu'il a perdue et dont il refuse. Il oublie de parler de l'ingérence russe. Oui, et de reconnaître qu'elle a été perdue. Il oublie peut-être à dessein de parler des ingérences russes effectivement de 2016. Mais je voudrais qu'on écoute d'abord la réponse chinoise. La réponse de Pékin, évidemment, ça n'est que pure invention. Les allégations des États-Unis sont dénuées de tout fondement factuel et visent à discréditer la Chine. Elles ont depuis longtemps été jugées infondées. La Chine adhère au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays. Nous n'avons aucun intérêt à nous mêler des élections américaines et nous ne l'avons jamais fait. Nous exhortons les États-Unis à réfléchir à leur propre agissement et à cesser de diaboliser la Chine de manière injustifiée. Ils doivent cesser de faire de la Chine un enjeu de leurs élections et de privilégier des démarches propices aux relations sino-américaines. Voilà, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinoise. Alors, je le rappelle, il accuse la Chine, Donald Trump, de s'être ingéré dans l'élection de 2020. C'est peut-être pour ça qu'il a perdu cette élection qu'en fait, dans sa tête, il a gagné. Mais regardez comme on va retomber sur nos pattes. La question qu'on se pose dans ce grand dossier, c'est Trump-Iran. L'engrenage infernal. Et vous mettez bout à bout tout ce qu'on s'est dit. Une guerre en Iran, une escalade incontrôlée, une tentative d'assassinat, un engrenage infernal et une ingérence en plus de ça chinoise qui pourrait justifier un état d'urgence et in fine, parce que la barre est très haute, vous le disiez Gallagher-Fenwick. Je l'ai jamais produit, y compris pendant la guerre civile, y compris après le 11 septembre. Reporter cette élection. Il avait envoyé le 6 janvier 2021 ses nervis, Donald Trump, contester au siège au Congrès, contester cette élection qu'il refusait d'avoir prendre d'assaut le Capitole, qu'il refusait de perdre pour prendre d'assaut le Capitole. Donc encore une fois, ce scénario, il est sur la table aussi, il existe. La petite musique, elle monte. Je vais dire deux choses. D'abord, je suis d'accord avec ce que Gallagher a dit. Les guerres que les États-Unis ont menées pendant des années, des décennies, c'est jamais sur le sol américain. Ni Afghanistan, ni l'Irak, ni Vietnam, c'est toujours extrêmement loin. Seulement s'il y aura une situation où il y a la guerre sur le sol américain, là, je crois que les congrès, on peut envisager peut-être un tel scénario. Ça, c'est une chose. Après, la question de la Chine. Et là, je crois que le porte-parole du ministère des Affaires chinois, il a tout à fait raison. Parce que si on regarde, par exemple, l'administration Biden, qui était très agressive d'une certaine façon contre Pékin, on se souvient, toute cette campagne, et même... mettant pression sur Israël à ne pas accepter qu'il y aura des investissements chinois dans des industries sensibles, pourquoi les Chinois vont interférer maintenant? Est-ce que vraiment, si c'est pas Trump, est-ce qu'une autre administration sera plus favorable à Pékin? Je suis pas du tout sûre. Donc là, on se demande, est-ce que les Chinois, même s'ils sont tout à fait capables, côté moral, je crois pas qu'on peut les mettre à côté, mais est-ce que vraiment ils ont une préférence à un président américain sur un autre? Je suis pas du tout sûre sur la question. Et ça pose aussi une autre question, parce que le président américain, il s'est précipité d'aller à Pékin, c'était important pour lui. On se pose la question, quelle en fait est la position du président américain vis-à-vis la Chine? Est-ce que c'est un partenaire commercial? Est-ce que c'est un partenaire stratégique? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui on parle? Ou est-ce que c'est quelqu'un qu'on accuse d'insurgence? Là, ou est-ce que c'est Pékin, vraiment, on dirait que Trump ne s'est pas décidé comment traiter avec Pékin. Ou est-ce que c'est quelqu'un, Xi Jinping, Pékin, la Chine, avec un pays avec lequel on entrera en guerre, on prépare peut-être ce grand conflit. C'est quand même ça Américains. Bien sûr, c'est le grand projet américain. Il se voit inéluctablement en train de mener une guerre, alors je ne sais pas à quel niveau économique, militaire, contre les Chinois, mais ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est comme toujours, c'est le forme et le fond. Sur la forme, c'est bien d'accuser les Chinois. Le problème, c'est que où sont les chiffres, où sont les preuves? En fait, il n'y a pas de forme, il y a juste un blabla, etc. Et malheureusement pour eux,
derrière les Chinois ont une communication extrêmement calibrée, extrêmement précise, qui font qu'en termes de fond, en fait, qui apparaît comme rassurant? Concrètement, les Chinois. Les Chinois apparaissent comme un pays stable, qui est raisonnable et qui va donner des injonctions. Il n'y a pas d'un mot la volonté justement de le provoquer, cet engrenage infernal, Chinois, en mobilisant tous les acteurs, Pékin, l'Iran. Ah oui, les Américains. Oui. Ah oui, bien évidemment, il y a une espèce de turmoil, d'excitation trumpienne qui est difficilement contrôlable, parce que lui, il va de Cuba à la Chine. Le problème de la Chine, c'est un gros morceau à avaler, et à mon avis, il vaut mieux faire attention. Le problème, encore une fois, je pense qu'il ne croit pas à ce qu'il dit. Il ne pense pas que les Chinois de demain vont faire quelque chose. Taïwan ne risque absolument rien. Par contre, le problème, c'est l'image qui est projetée par la Chine est beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus précise, professionnelle que celle des Américains. En fait, les Américains dégradent fortement leur image depuis quelques semaines. Et là, on voit qu'aujourd'hui, ça fait pas très sérieux, quoi. La dernière en date, c'est quand même l'intrusion potentielle des Chinois dans les élections de midterm américaines. Ça a été le thème central de l'adresse du président américain au peuple américain. Il faut le prouver. D'un mot, peut-être pour conclure cette émission, ce grand dossier, Trump, Iran, l'engrenage infernal, et ce doit pointer vers Pékin. Pour rebondir sur ce que disait Rina Bassiste tout à l'heure, même pendant la guerre de sécession qui fait 700 000 morts sur le sol des États-Unis, le Nord et le Sud qui s'affrontent, donc 2% de la population à l'époque qui meurt, Abraham Lincoln envisage le report des élections, elles sont maintenues en 1864. Il n'y a aucun mécanisme légal, y compris dans la Constitution, qui permet cette suspension. En revanche, la contestation des résultats, ça, oui, je vous suis à 100%. Donald Trump l'a déjà prouvé et il continue, y compris dans le discours qu'il vient de tenir, en pointant la Chine du doigt, de le prouver. On peut s'attendre à ce qu'il le fasse. Fin de cette discussion qui n'est que provisoire, madame et messieurs. Trump, Iran, merci, l'engrenage infernal. Merci d'avoir participé à ce grand dossier. Merci de nous avoir suivis. Il est bientôt 18h, Sylvia Micone, et nos projecteurs, votre journal, se braque sur la France, le Tarn, où le dispositif dans l'affaire Jubilard, puisque des ossements ont été retrouvés, le dispositif a été levé. Les recherches sont terminées. Oui, effectivement, le dispositif est levé après 2 jours. Une centaine de gendarmes étaient sur place. Hier, des ossements ont été retrouvés sur indication de Cédric Jubilard. Après ses aveux sur la disparition de sa femme, des ossements qui sont analysés à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale à Pontoise, en région parisienne. Objectif: établir si ces restes humains sont bien ceux de Delphine Jubilard. Dans le reste de l'actualité, les orages qui ont fait 2 morts. Une femme a été tuée en Haute-Vienne par la chute d'un arbre. Un homme a quant à lui péri dans un incendie provoqué par la foudre en Isère. L'alerte orange aux orages concernait 30 départements. Des orages qui ont provoqué de gros dégâts, notamment près de Saint-Étienne après le passage d'une mini-tornade. À noter que plus de 20 000 impacts de foudre ont été enregistrés hier, faisant du 16 juillet la journée la plus foudroyée de l'année. Cette annonce à l'issue du Conseil des ministres franco-allemands près de Cologne. L'Allemagne participera à un exercice français de dissuasion nucléaire d'ici 2027, selon le chancelier Merz. C'est ce qu'il a écrit sur X. Les 2 pays veulent mettre en place une dissuasion européenne. Il s'agirait donc d'un premier pas dans cette direction. Après l'échec du SCAF, il y a quelques mois de la fin de son mandat, Emmanuel Macron veut à tout prix avancer sur ce dossier. Voilà, restez avec nous. Dans un petit instant, vous retrouvez Amélie Carwer pour 24 heures. Très belle soirée à tous sur LCI.